Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers d'un géant de la sociologie, Max Weber. Ah, Weber. Un nom qui résonne encore aujourd'hui. Exactement. On va explorer sa vision de la transition entre les sociétés traditionnelles et la modernité. Imaginez la vie il y a 500 ans, à la fin du Moyen Âge. Qu'est-ce qui vous frappe le plus par rapport à notre époque? C'est une question qui mérite réflexion. Spontanément, on pense à la technologie, Internet, les industries, tout ce qui a changé matériellement. Oui, bien sûr. Des changements radicaux, on ne peut pas le nier. Mais Weber avait une perspective plus subtile. Pour lui, la révolution n'est pas seulement matérielle. Ah bon, C'est avant tout une révolution mentale, intéressant, n'est-ce pas? absolument. Weber, fin du 19e siècle, en Allemagne, il a vu naître l'État-nation. Exactement. Cet événement l'a profondément marqué. Ça a nourri sa réflexion sur ce qui définit une société moderne. Et l'on arrive à cette idée centrale, le passage du traditionnalisme à la rationalisation. Dans les sociétés traditionnelles, le monde était immuable. Un ordre divin. Voilà. On ne cherchait pas à changer l'ordre établi. Imaginez un monde où le féodalisme, la monarchie de droit divin, était la norme. On ne remettait pas en question ce qui était voué par Dieu. Alors que la modernité, c'est le contraire. Une remise en question constante. Une recherche d'optimisation, d'amélioration dans tous les domaines. Exactement. Weber décompose cette rationalisation en 3 éléments clés. Ah oui. La calculabilité, le comportement méthodique et la réflexivité. On va prendre un exemple simple. La fabrication d'un bol. D'accord. Dans une usine, un bol fabriqué à la machine sera toujours identique. Oui. On connaît les matériaux, les étapes de fabrication. On obtient le résultat attendu à chaque fois grâce à un processus standardisé, calculable. L'essence du comportement méthodique. Exactement. Alors, un bol artisanal, fait à la main, aurait des petites imperfections. Des variations qui lui donnent son charme, bien sûr. Ah oui, c'est unique. C'est ça. Et la réflexivité, c'est la volonté d'analyser, d'améliorer le processus. On cherche à optimiser la production, rendre la fabrication du bol plus efficace. Imaginez les ingénieurs dans l'usine. Ils cherchent sans cesse à perfectionner la machine, réduire les coûts, améliorer la qualité. C'est ça, la réflexivité. C'est comme si la société moderne était une immense machine à optimiser. On est passé d'un monde d'artisans à un monde de processus standardisés. Et la question se pose, qu'est-ce qui a déclenché ce changement de mentalité? Oui, c'est une question fondamentale. Et là, Weber nous surprend. La religion. Ah bon, la religion. Vous m'entendez bien. Et c'est fascinant. Dans son livre L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber dit que la réforme protestante a joué un rôle majeur. Attendez, la religion, source de rationalisation, comment est-ce possible? On parle bien de Martin Luther, des protestants. Exactement. Avant la Réforme, l'Église catholique dominait l'Europe. Luther remet en cause cette autorité. Il ouvre la voie à de nouveaux mouvements. Le luthéranisme, le calvinisme. Oui, et ces mouvements, selon Weber, ont introduit des idées révolutionnaires Vraiment. qui ont bouleversé notre rapport au monde. Par exemple. Le luthéranisme met l'accent sur la responsabilité individuelle. Chaque individu a une place assignée par Dieu, un rôle à jouer dans ce monde. Il doit s'assurer de bien le remplir. Exactement. Une rupture avec la vision traditionnelle d'un ordre social immuable. Et Calvin va encore plus loin, Oui, avec la notion de prédestination. Votre destin, salut ou damnation, est déjà décidé par Dieu. une doctrine qui a suscité de nombreux débats, bien sûr. C'est fataliste comme vision, non. On ne peut rien faire. Oui, c'est une des critiques adressées à cette doctrine. Mais pour les calvinistes, il existe une preuve d'élection. Le succès dans cette vie, notamment sur le plan matériel, est perçu comme un signe de la faveur divine. Donc, travailler dur, accumuler des richesses, ce n'est plus seulement pour survivre. C'est pour prouver qu'on est du bon côté. Parmi les élus, Exactement. Cette nouvelle éthique de travail, axée sur la réussite matérielle, a nourri l'esprit du capitalisme. C'est fascinant de voir comment une transformation religieuse a un impact aussi profond sur l'organisation de la société. Sur notre façon de penser le travail, la réussite. On voit que pour Weber, les idées et les valeurs ont un pouvoir immense. Mais cette rationalisation ne s'arrête pas à la sphère religieuse, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Elle s'étend à tous les domaines. Un des exemples les plus frappants, la bureaucratie. Ah, la bureaucratie, on en a tous fait l'expérience. Mairie, préfecture, hôpital, ces procédures interminables, ces formulaires. Et pour Weber, la bureaucratie, c'est l'expression même de la rationalisation appliquée à l'organisation de l'État moderne. On pourrait même dire que c'est une forme de progrès. Attendez, la paperasse, les files d'attente, ce serait un progrès. Expliquez-moi ça. Weber a identifié 6 caractéristiques de la bureaucratie qui la rendent à la fois rationnelle et efficace.
même si on ne l'apprécie pas toujours. Prenons l'exemple du renouvellement de votre carte d'identité. L'agent, même s'il n'est pas très chaleureux, suit scrupuleusement la procédure, Ah oui. sans favoritisme ni exception. Pas de place pour l'émotion, on applique les règles à la lettre. Exactement. C'est ce que Weber appelle l'application impersonnelle des règles, un des piliers de la bureaucratie. C'est une rupture majeure par rapport aux sociétés traditionnelles où le roi, par exemple, pouvait gouverner selon ses caprices. On est passé d'un roi qui gouverne par droit divin à une administration qui gouverne par le droit, par la procédure. En quelque sorte, on obéit aux règles parce que ce sont les règles, pas parce qu'on craint le roi ou qu'on respecte la tradition. C'est ce que Weber appelle la légitimité rationnelle légale, un concept clé pour comprendre le fonctionnement des États modernes. Mais qui crée ces règles? On obéit à un système qui s'auto-alimente. C'est une question très pertinente. Weber a identifié un autre type de légitimité. Ah bon. La légitimité charismatique. Certains leaders ont des qualités exceptionnelles qui inspirent, qui suscitent l'adhésion. On les suit par conviction. On pense à des figures historiques, des leaders politiques ou religieux. Exactement. L'État moderne repose sur un équilibre entre la règle de droit, la bureaucratie et le charisme des leaders. Et c'est là qu'interviennent les partis politiques, selon Weber. Quel est leur rôle dans ce jeu de pouvoir? Pour Weber, les partis politiques, ce sont des groupes qui cherchent à obtenir le pouvoir. Ils soutiennent des leaders charismatiques, influencent la création des lois, façonnent le système. C'est une lutte pour le pouvoir, finalement. Oui, on peut le dire. Et cette lutte s'inscrit dans un contexte plus large que Weber appelle la stratification sociale. La stratification sociale, c'est comme une pyramide sociale avec des classes différentes. Oui, mais c'est plus complexe que ça. Weber va plus loin que Marx, qui se focalisait sur la classe économique. Pour Weber, la stratification sociale a 3 dimensions. 3 dimensions. La classe, le pouvoir et le statut. Expliquez-nous la différence entre ces 3 dimensions. La classe, c'est la position économique, la richesse. Le pouvoir, c'est la capacité d'influencer les autres, d'atteindre ses objectifs. Et le statut, c'est l'honneur social, le prestige, le respect. Donc on peut être riche sans avoir de pouvoir ou avoir du pouvoir sans être riche. Absolument. Un prêtre, même pauvre, peut avoir un statut très élevé dans sa communauté. Un nouveau riche, même avec des millions, peut avoir un statut social faible, voire être méprisé. Ces 3 dimensions peuvent donc varier indépendamment, Oui, créer des combinaisons uniques. exactement. Qui définissent la place de l'individu dans la société. C'est ce qui rend la vision de Weber si riche et complexe. Absolument. Mais attention, Weber n'était pas un admirateur béat de la modernité. Il voyait aussi les dangers potentiels de la rationalisation. Ah oui. Il y a un côté obscur à ce progrès. Dites-moi en plus. Weber craignait que la rationalisation, poussée à l'extrême, nous enferme dans une cage de fer. Une cage de fer. C'est une image assez effrayante. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il craignait que cette quête d'efficacité, de calculabilité, finisse par nous vider de notre substance, de notre humanité. On deviendrait des rouages d'un système impersonnel, sans but réel, aliénés par la machine que nous avons nous-mêmes créée. On peut se sentir parfois piégé dans un engrenage, à faire des choses, sans vraiment savoir pourquoi, un peu comme si on perdait le contrôle de nos vies. Est-ce que ce serait ça, la cage de fer? C'est une interprétation possible. Et c'est là que la vision de Weber devient vraiment intéressante. Il ne se contente pas de dresser un constat. Non, Il nous met au défi de réfléchir à ces mécanismes pour mieux les contrer. c'est un appel à la résistance. Pas nécessairement une résistance frontale, une révolution. Weber n'est pas un révolutionnaire au sens marxiste du terme. Il ne prône pas le renversement du système capitaliste. D'accord. Mais il nous invite à préserver une certaine forme de liberté individuelle, de créativité, de sens, face à l'emprise de la rationalisation. Comment, concrètement, peut-on éviter de se laisser enfermer dans cette cage de fer? C'est une question complexe qui mérite d'être explorée plus en détail. Dans la prochaine partie de notre Deep Dive, on va justement examiner les pistes de réflexion que Weber nous offre pour naviguer dans ce monde moderne entre progrès et aliénation. Reprenons notre exploration des idées de Weber. On a vu comment il décrit la rationalisation comme le moteur de la modernité, avec ses avantages, bien sûr. Efficacité, organisation. Voilà. Mais aussi ses dangers. Cette image de la cage de fer. Oui, elle est vraiment frappante. On ressent cette pression, cette sensation d'être pris dans un engrenage qui nous échappe. C'est un peu angoissant, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. La vision de Weber peut paraître pessimiste. Il craignait que cette quête d'efficacité, de calculabilité, finisse par nous déshumaniser, nous transformer en automates. Perdre notre capacité à penser par nous-mêmes, à donner du sens à nos actions. Précisément. Et ce qui est intéressant, c'est que cette crainte de Weber, elle résonne encore aujourd'hui. Oui, je vois ce que vous voulez dire.
On la retrouve dans la critique de la société de consommation, de la bureaucratie omniprésente, du travail aliénant. Le sentiment de routine, de vide, que beaucoup ressentent dans leur travail. Cette impression de n'être qu'un rouage dans une immense machine. Exactement. Mais Weber ne se contente pas de dresser un constat pessimiste. Il nous invite à prendre conscience de ces mécanismes, pour mieux les contrer, pour ne pas nous laisser complètement absorber par la cage de fer. C'est un appel à la révolte. Faut-il tout rejeter en bloc? Pas forcément. Weber n'est pas un révolutionnaire. Il ne propose pas de renverser le système capitaliste. Il nous invite plutôt à trouver un équilibre, à préserver une certaine forme de liberté individuelle, de créativité face à l'emprise de la rationalisation. Une vision plus humaniste finalement. Oui, on peut le dire. Weber croit en la capacité des individus à penser par eux-mêmes, à donner un sens à leurs actions, à ne pas se laisser totalement dicter leur conduite par la machine. Mais comment faire concrètement? Comment résister à cette pression, à cette tendance, à la rationalisation à outrance? Il n'y a pas de solution miracle. Weber nous encourage à cultiver notre esprit critique, à ne pas accepter aveuglément les règles, les procédures, les discours dominants. Un appel à la responsabilité individuelle, à l'engagement. Oui, on peut le voir comme ça. Weber nous encourage à être des acteurs conscients de la société, à ne pas nous laisser passivement modeler par les forces qui nous entourent. Cette vision peut paraître un peu idéaliste, non? Peut-être. Mais Weber n'est pas un utopiste. Il est conscient des difficultés, des limites de l'action individuelle. Et c'est là que son analyse de la stratification sociale prend tout son sens. On ne part pas tous du même point dans cette lutte pour la liberté individuelle. Exactement. Weber nous rappelle que la société est divisée en groupes, en classes, qui ont des intérêts divergents. Et ces divisions, ces inégalités de pouvoir, peuvent entraver la liberté individuelle, la capacité de résistance. On pourrait dire que la cage de fer est plus solide, plus difficile à briser pour certains que pour d'autres. Oui, c'est une image qui illustre bien la complexité de la situation. Weber nous montre que la lutte pour la liberté, pour le sens, est aussi une lutte contre les inégalités. Les injustices sociales. Les mouvements sociaux d'aujourd'hui, qui luttent pour l'égalité, la justice sociale, et qui dénoncent les systèmes qui oppriment certaines catégories de personnes. Absolument. L'héritage de Weber est bien vivant. Il continue d'alimenter les débats sur la modernité, ses promesses et ses défis. Son influence ne se limite pas à la sociologie. Non, bien sûr. Ces idées ont irrigué d'autres disciplines. La philosophie, la science politique, l'économie. On peut penser par exemple aux travaux de Habermas, Foucault, Bourmin. Exactement. Ces auteurs ont repris, développé, parfois critiqué les concepts de Weber, mais ils reconnaissent l'importance de son analyse de la modernité. C'est fascinant de voir comment une pensée née, il y a plus d'un siècle, peut encore nous éclairer sur les enjeux de notre époque. C'est la marque d'une grande pensée, capable de transcender son temps, de nous offrir des clés de compréhension pour le présent et l'avenir. Parlons justement de ces penseurs qui ont été influencés par Weber. Vous avez mentionné l'école de Francfort. Oui, avec des auteurs comme Adorno, Horkheimer, Marcuse. Ils ont repris l'idée de la rationalisation. Oui, mais en l'appliquant à la culture de masse, aux médias, à la société de consommation. Ils ont analysé comment la logique marchande, la recherche du profit, envahissent tous les domaines de la vie, allant même jusqu'à influencer nos goûts ou nos désirs. Exactement. Ils ont montré comment cette rationalisation à outrance pouvait mener à une forme d'aliénation, de standardisation des modes de vie. Une critique qui fait écho à la cage de fer décrite par Weber. La cage de fer s'étend à la sphère culturelle, à notre façon de penser et de consommer. C'est une interprétation possible de leur analyse. Et on peut aussi citer un sociologue plus contemporain, Zygmunt Bauman. Il a développé le concept de modernité liquide. La modernité liquide, c'est une notion intrigante. De quoi s'agit-il? Bauman part du constat que les structures sociales, les institutions, les valeurs sont devenues plus fluides, plus instables, plus incertaines. Un monde en perpétuel changement, où les repères traditionnels s'effondrent, où l'individu est livré à lui-même face à une multitude de choix, d'options. Exactement. Et Bauman voit dans cette liquidité un facteur d'angoisse, de désarroi pour les individus. Cette vision de la modernité est assez pessimiste, non? Oui, elle s'inscrit dans la lignée de Weber, qui avait déjà perçu les dangers de la rationalisation excessive, de la perte de sens. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les idées de Weber continuent d'être débattues, réinterprétées, appliquées à de nouveaux contextes. C'est la marque d'un grand penseur. Ses concepts, ses analyses nous offrent des outils précieux pour comprendre le monde qui nous entoure, pour décrypter les transformations en cours. C'est ce qui rend l'étude de la sociologie si passionnante. On plonge au cœur des dynamiques sociales, on explore les forces qui façonnent nos vies, nos sociétés. Et on apprend à penser par nous-mêmes, à questionner les évidences, à construire notre propre vision du monde. Une invitation à la réflexion, à l'engagement, à la liberté. Tout à fait.
Et dans la troisième partie de notre deep dive, nous allons explorer comment les idées de Weber peuvent nous aider concrètement à mieux vivre dans un monde complexe en constante évolution. Restez avec nous. Dernière partie de notre deep dive consacrée à Max Weber. Après avoir exploré ces idées, j'aimerais me concentrer sur l'aspect pratique. Comment ces idées peuvent nous aider à mieux appréhender le monde moderne, à y trouver notre place? Excellente question. Weber nous offre des pistes de réflexion très pertinentes pour naviguer dans ce monde complexe. Pour commencer, il nous invite à développer notre conscience critique. C'est-à-dire ne pas prendre les choses pour acquises, questionner les règles, les discours dominants. Exactement. Ne pas se laisser influencer par la pensée unique. Weber accordait beaucoup d'importance à la capacité d'analyser les situations avec lucidité, se forger son propre jugement. Un peu comme un muscle qu'on doit entraîner. Tout à fait. On peut se référer à la distinction que Weber fait entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Ah oui, j'ai entendu parler de ces deux concepts. Pouvez-vous nous les rappeler? L'éthique de conviction, c'est agir en accord avec ses principes, ses valeurs, sans se soucier des conséquences. L'éthique de responsabilité, c'est prendre en compte les conséquences de ses actes, même si ça implique des compromis avec ses convictions. On se retrouve souvent face à ce dilemme, tiraillé entre nos idéaux et la réalité. C'est inévitable. Et Weber nous encourage à trouver un équilibre, agir avec discernement, tenir compte de nos valeurs ET, des conséquences de nos actions. Une approche pragmatique. Être fidèle à ses principes tout en étant responsable de ses actes. Exactement. On ne peut pas changer le monde d'un claquement de doigts, mais on peut essayer d'agir de manière responsable, à notre échelle, en étant conscient des enjeux, des conséquences de nos choix. Et pour agir de manière responsable, il faut d'abord comprendre le monde qui nous entoure. C'est là que la sociologie compréhensive de Weber entre en jeu. Tout à fait. Weber pensait que pour agir efficacement, il fallait d'abord comprendre les motivations des autres, les forces qui façonnent la société, les jeux de pouvoir, se mettre à la place des autres, essayer de saisir leur point de vue. Une démarche d'empathie. Oui, on peut le dire, une invitation à l'écoute, à la compréhension, à la nuance. Weber nous invite à sortir de nos préjugés, de nos idées préconçues, pour voir le monde à travers les yeux des autres. Et comment parvenir à cette compréhension? Par l'étude, la recherche. Bien sûr, l'étude et la recherche sont des outils précieux, mais la compréhension passe aussi par le dialogue, l'échange, la confrontation des points de vue. C'est en partageant nos expériences, en écoutant les autres, qu'on peut enrichir notre vision du monde. Un plaidoyer pour la communication, pour le débat, pour l'ouverture aux autres. Un message qui résonne particulièrement aujourd'hui, dans un monde où les divisions, les polarisations semblent se renforcer. Absolument. Weber est un fer défenseur de la démocratie, du débat public. Il voyait dans ces espaces des lieux essentiels pour confronter les idées, pour trouver des solutions collectives aux problèmes de la société. Alors, face à la complexité du monde moderne, à la menace de la cage de fer, Weber nous invite à cultiver notre esprit critique, à agir de manière responsable, à comprendre les autres, à dialoguer. Des pistes de réflexion pour construire un monde plus juste, plus humain. Je pense que vous avez parfaitement résumé l'essence de la pensée de Weber. Un héritage précieux qui nous offre des outils pour mieux naviguer dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère que nos auditeurs ont pu saisir la richesse et la pertinence des idées de Weber. Moi aussi. J'espère que ce deep dive leur donnera envie d'approfondir leur connaissance de ce grand penseur. Sur cette invitation à la réflexion, à l'exploration, nous concluons notre deep dive consacré à Max Weber. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles.